Bienvenue dans For Good, l'émission dédiée à la transformation de votre entreprise. Un rendez-vous concret grâce au partage d'expériences de pionniers du business à impact. Comme toujours, j'ai à mes côtés Thomas Brozard. Salut Thomas. Eh oui, toujours. Désolé, Alix. Thomas, je le rappelle, tu es directeur permanent entreprise de Norcis et coprésident du mouvement Bicorp en France. Et aujourd'hui, Thomas, nous avons le plaisir d'accueillir Noël Boza, fondateur de Zei, Bonjour. Nadège l'Espagnol, directrice du département Climate Data Analytics chez EcoAct, filiale de Schneider Electric, et Morad Atik, CEO de Keskia Consulting. Bonjour à tous les trois et bienvenue. ChatGPT, Midjourney, Grok, l'intelligence artificielle générative s'est invitée partout, mais pendant qu'on s'extasie beaucoup ou qu'on s'inquiète un peu devant ces prouesses, d'autres IA plus discrètes travaillent pour le climat, l'éducation et la santé. L'IA peut-elle devenir un véritable levier pour répondre aux grands défis de notre temps, ou sommes-nous déjà en train de rater le coche? En d'autres termes, l'IA générative utile peut-elle rivaliser avec l'IA générative futile? C'est le thème de notre débat. Comme à chaque fois, il y aura le top et le flop. Nous évoquerons des initiatives d'IA qui font avancer et d'autres qui nous font tourner en rond. Et bien sûr, vous ne repartirez pas sans un outil grâce au Good to Know. C'est parti pour une nouvelle émission. Et Thomas, comme à chaque fois, on commence avec ton édito et tu t'interroges, et si ce qu'on présente comme une révolution technologique était en train de devenir notre plus grande source de distraction? Oui, posons un petit peu le cadre des échanges que l'on va tous ensemble avoir ensuite, puisque l'IA générative notamment, mais pas que, est désormais partout et tout le monde en a pris conscience ces 2 dernières années. Partout, mais pourquoi faire? On l'utilise maintenant pour optimiser nos mails, préparer des réunions, rédiger des comptes rendus. Alors ça va très vite, c'est bluffant, c'est parfois enthousiasmant, mais accéléré, d'accord, pourquoi faire? C'est ça aujourd'hui la question qu'il faut qu'on arrive à se poser au moment où des milliards d'investissements sont fléchés. Dernière en date, les 50 milliards de contrats signés lors du sommet de l'IA par le président de la République avec les Émirats pour installer des data centers. S'est-on seulement demandé ce qu'on allait y mettre? Le marché, par ailleurs, est très déséquilibré. En 2023, on parle de 30 milliards d'investissements dans les IA génératives, 56 milliards en 2024, près de 200% d'augmentation. Là-dedans, moins de 5% vont vers des usages d'intérêt général. 80% des investissements en IA vont dans l'optimisation du marketing, de la finance, les plateformes dites d'engagement, selon une récente étude de la Stanford AI Index. Et pourtant, l'IA futile domine toujours. Ah oui, alors TikTok boosté à l'IA pour piéger notre attention, des IA pour générer des starter packs en ce moment qui fleurissent sur LinkedIn, vous l'avez forcément vu, ou les Ghibli Style qui ont carrément saturé les serveurs de ChatGPT. Voilà, encore les deepfakes viraux qui malheureusement peuvent pourrir la vie de pas mal de gens. Alors les usages sont très souvent centrés sur la captation de l'attention, la productivité, voire la manipulation, et les biais algorithmiques excluent des publics déjà marginalisés, malheureusement. Je crois que Morad, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Alors l'IA peut renforcer les inégalités si elle est mal pensée, c'est bien pour ça qu'il faut y mettre des garde-fous, au même titre que l'écologie, puisque c'est un véritable gouffre en matière de consommation d'énergie et d'eau. Il va falloir mettre des limites. Alors, l'IA utile, heureusement, existe déjà. Nos invités seront là pour nous le partager et à bien des égards, pour prédire des vagues de chaleur, aider au tri des déchets, détecter des zones à risque au niveau alimentaire, optimiser la stratégie climat des entreprises, faire de l'inclusion ou encore aider les entreprises dans leur pilotage de stratégie d'engagement. Voilà comment on va pouvoir essayer d'aborder différemment la question de l'usage des IA dans cette émission. Alors, est-ce qu'elle peut rivaliser? Alors en termes de performance, évidemment, et je pense que nos invités nous le confirmeront, en termes de visibilité et de financement, pas vraiment. On souffre encore de biais systémiques. Ce qui est utile n'est pas forcément ce qui se monétise le mieux à court terme. Alors c'est pas une guerre entre IA, mais en fait un choix collectif que l'on doit faire. Qui décide aujourd'hui des usages de l'IA? Qui finance? Qui régule? Malheureusement, souvent la technologie va plus vite que la norme. Alors je serais bien curieux de voir comment on va réussir à donner un cadre à tout ça. L'IA est un outil, tout dépend de ce que l'on veut en faire et ce débat révèle finalement notre priorité, profit rapide ou bien commun à long terme.
Alors voilà, à quoi bon une intelligence artificielle si elle sert avant tout la bêtise humaine. J'espère qu'on va pouvoir faire la preuve aujourd'hui qu'il y a bien d'autres scénarios envisageables et que l'IA va surtout répondre à des enjeux de société qui sont déterminants. Et puis, une question ouverte à nos invités, à commencer par vous, Noël, au sujet de l'impact énergétique des data centers. Comment est-ce qu'on gère cette croissance de manière durable? Est-ce que c'est possible, d'abord? Alors comment? J'ai pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un impact énorme, pas que sur l'énergie, hein, mais déjà côté énergie, une recherche, une requête sur de l'IA uniquement générative, hein, pour commencer, c'est entre des dizaines et des centaines de fois plus impactant qu'une requête Google, alors qu'on sait qu'en plus 25% des résultats sont faux, et que quand ça donne la réponse, on n'a même pas le lien de la source. Donc ça nous rend un petit peu plus abrutis parce qu'on cherche même pas à aller retrouver d'où ça vient, quelles études. Donc ça, c'est un impact qui n'est pas scalable uniquement côté de l'énergie, mais il y a aussi le sujet des matières. Un data center, ça consomme énormément de matière et on commence à arriver en ce moment sur des conflits d'usage de l'IA. Donc ce qu'on sait, c'est que, tu l'as dit, 80% des usages sont non essentiels. Il y a des usages qui sont très pertinents, notamment pour aider à la recherche sur les sciences, pour traiter des grands volumes de données, pour trouver des moyens de s'adapter au changement climatique. Mais aujourd'hui, c'est pas à ça que sert l'IA. Et comme c'est limité en termes d'énergie et de ressources, il va bien falloir à un moment qu'on mette de la gouvernance pour s'assurer que l'IA est utilisée pour des éléments qui sont essentiels pour la survie de la civilisation humaine. Pour compléter, peut-être, moi qui fais partie du groupe Schneider, je sais qu'on œuvre aujourd'hui beaucoup pour essayer d'optimiser l'usage de l'énergie, la composition des énergies, pour justement essayer de modérer cet impact de la multiplication des data centers sur l'environnement. Donc ça, c'est aussi un moyen peut-être d'essayer de modérer cet impact. Ouais. Je pense qu'une des clés, c'est l'éducation. Il faut accompagner, ça va super vite. Il faut accompagner les populations et pas de manière biaisée. Il faut sortir de cet entre-soi de l'IA. C'est là, que ce soit sur ce plateau-là ou dans d'autres événements, il y a eu le sommet de l'IA. Bah, vous allez faire un tour, vous regardez les têtes, vous regardez les statuts sociaux des gens. C'est pas représentatif de qui y a dehors, là, juste dans la rue. Du coup, moi, je pense qu'il y a deux clés qu'il ne faut pas négliger dans cette transition. C'est l'éducation. Il faut accompagner les populations parce que ça va super vite. Je citerai une pointure de l'IA qui s'appelle Grégory Renoir, en plus c'est un Français à la Silicon Valley, qui disait que les révolutions technologiques n'ont jamais été aussi rapides et il y a des nouvelles IA, des nouveaux outils qui sortent toutes les 6 semaines. Donc l'éducation, et après tu l'as dit Thomas, du marketing. Il faut marketer tout ce qu'on dit, il faut que ce soit séduisant. C'est pas parce qu'on est convaincu et que c'est vrai que ça va attirer. Il faut aussi rentrer dans les codes. Ceux qui vont financer, ils doivent aussi être séduits par tout ce qu'on se dit là. Alors peut-être pour faire honneur à ton propos et être dans une forme de pédagogie, je pense que Nadège, il y avait un souhait de positionner déjà et une compréhension de ce que c'est que l'IA ou les différents types d'IA qui peuvent exister. C'est le bon moment, je pense, pour le faire. Merci. Oui, effectivement, nous, on distingue 3 typologies d'IA. Donc, il y a l'IA générative, qui est un assistant aujourd'hui pour l'employé, pour toute personne qui va l'utiliser. Mais l'IA traditionnelle résout aussi beaucoup de problèmes, notamment dans le domaine de la durabilité et de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, je pourrais en donner quelques cas d'usage tout à l'heure, où là, on est sur des outils qui permettent de cruncher de la data, qui est de plus en plus volumineuse, et d'en tirer des moyens d'accélérer l'aide à la décision, notamment des décideurs dans les entreprises. Et puis, il y a l'agentique, qui est un autre phénomène qui est en train de grandir et qui se déploie de plus en plus dans l'entreprise. Et l'agentique, en fait, on parlait à une époque de la robotique, de l'automatisation des processus, et là, on va venir à la robotique ajouter de l'IA générative ou de l'IA traditionnelle pour optimiser les processus et quelque part donner une capacité à un agent autonome de traiter des activités qui étaient effectuées par des humains à moindre valeur ajoutée pour se concentrer sur l'action et aller plus vite. Voilà, je pense que c'était important de remettre un peu les trois typologies. C'est essentiel parce qu'il faut éviter d'éviter de parler des impacts et des dangers de l'IA en disant bah oui, mais il y a aussi quand même quelques usages qui sont positifs. Et c'est un peu ce qu'on entend de la part de beaucoup d'acteurs qui investissent beaucoup dans l'IA. Ils disent oui, mais regardez, voici un exemple où l'IA est utile.
Donc en fait, ne critiquez pas l'IA de manière générale, alors qu'en réalité, l'IA générative aujourd'hui, c'est de très très loin l'usage principal de l'IA, et c'est celui qui est le moins utile, et celui qui est même peut-être un peu plus impactant négativement. Exactement, ouais. De toute façon, plus généralement, je pense qu'il ne faut pas dogmatiser la question. C'est pas bien ou pas bien. Il y a du débat, il y a du positif et du négatif. Et je pense que ce soit dans toutes sortes de débats, dès qu'on sent que l'interlocuteur il est dans un dogme, une idéologie de bien ou pas bien, je pense que c'est pas productif. On n'aura pas Oui. le choix que de faire avec, C'est donc ça. essayons de faire le meilleur possible. C'est exactement- Merci pour cette mise en bouche. Ne rentrons pas dans le débat, on a encore le temps. Ok. On passe au On est top chaud. et au flop. Et c'est l'heure du top et flop. Et comme à chaque fois, chers invités, vous aviez des devoirs maison. On commence par le top, votre top. Noël, quel est-il ? Alors, mon top, pour rebondir un petit peu sur ton point du besoin d'expliciter des sujets techniques au gros de la population, il y en a un qui me plaît pas mal, c'est un projet d'Equimetrix qui s'appelle Climate Q&A. C'est une IA générative qui répond comme un chatbot aux questions de n'importe qui sur les sujets du climat, mais qui utilise en tant que source de données uniquement le rapport du GIEC. Donc c'est un peu un chatbot qui synthétise le contenu du rapport à n'importe qui pour justement éduquer des gens sur un sujet très complexe, très scientifique, qui est le climat dans toute sa complexité. Et donc c'est un des usages qui peut avoir un impact titanesque si tout le monde arrive à devenir petit à petit expert pour comprendre le problème et quelles solutions mettre en place grâce à ce genre d'IA qui vont cruncher 800 pages de data pour faire une réponse synthétique. Moi, je voudrais rebondir sur cet exemple-là, parce que ça nous a beaucoup inspiré chez EcoAct aussi dans nos développements. Et on a fait un peu la même chose sur plusieurs typologies de rapports, donc le GIEC sur la partie climat, mais aussi l'IPBES sur la partie biodiversité, qui est un sujet aussi extrêmement documenté et qui mérite justement aussi cette capacité pour nos consultants à aller plus vite et donc à aller chercher de l'information et de la synthétiser. La partie reporting, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais avec les nouvelles directives comme la CSRD, etc. Pareil, c'est des documents très, très complexes. Et effectivement, pour moi, un des tops de l'usage de l'IA générative, c'est vraiment cette capacité à aller chercher dans la documentation et extraire de l'information synthétique. Ouais. Moi, je dirais l'outil Perplexity. Pourquoi ? Parce que on évalue à peu près la marge d'erreur des IA comme ChatGPT à 25 à 30%. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas les sources. On se base sur des textes, sur des recherches, mais on ne sait pas d'où ça vient, etc. Perplexity, c'est un LLM, c'est une IA générative de texte qui se base sur les technos NLP, mais avec les sources tout simplement. Et c'est vrai que quand on est universitaire, ou même, là je parle pour les étudiants, ou même les collégiens et les lycéens, on a besoin des sources. C'est même, je pense, la base de la pensée critique. Donc voilà, pour ceux qui sont dans les études, utiliser plutôt Perplexity que ChatGPT. Il y a peut-être un dernier exemple sur des cas d'usage qui sont très positifs. Je pense notamment au bénéfice des acteurs associatifs qui traversent une période vraiment difficile. Le monde économique est tellement déstabilisé en ce moment que les dons qui sont faits à des assos sont en diminution, l'État donne moins également, et donc elles sont toutes en train d'entrer dans des formes de concurrence, qu'elles ne le veuillent ou non, et c'est très difficile pour elles de se battre dans ce contexte-là. Et il y a par exemple une structure qui s'appelle Data for Good, qui réunit des data analysts, scientists bénévoles, et qui développe des services et des usages numériques pour des assos. Et en ce moment, ils ont un projet au bénéfice de toutes les associations, donc il y a un effet d'impact et d'échelle très large, qui vise à développer une IA générative pour aider les assos à faciliter la réponse aux appels de manifestation d'intérêt pour obtenir des financements. Donc pré-remplir des dossiers, réunir des informations spécifiques par rapport aux donneurs d'ordre, etc. Donc leur faire gagner du temps pour qu'elles puissent se concentrer sur ce qui est essentiel, c'est leur action. Et ça, c'est un exemple hyper positif, je trouve, de l'usage des IA. Merci pour ce panel de top. On passe au flop. Qui veut commencer ? Qui a un flop ? Alors, je garde la main si vous voulez bien, parce que je me dois de vous partager cette découverte récente assez savoureuse. Vous l'avez sans doute vu apparaître récemment dans votre WhatsApp préféré, un petit anneau de couleur sympathique qui s'appelle Meta AI.
déployés sans aucun regard des volontés des utilisateurs et sans aucun réel consentement, je pense, dans une messagerie par ailleurs censée être cryptée. Donc j'aimerais bien savoir comment ils vont exploiter les données d'une messagerie censée cryptée pour nous donner des réponses adaptées à nos besoins. Ce qui s'est produit ces derniers jours, ce sont des utilisateurs qui ont publié le fruit d'une discussion qu'ils ont eue avec cette IA générative dans WhatsApp même. Je vous la lis, vous allez vite comprendre pourquoi c'est un flop. Décris-moi en 2 mots quel est l'objectif de la société Meta en offrant une IA à ses utilisateurs. Sois franc et direct. Collecter les données. Mais dans quel but? En 2 mots. Générer des revenus. À quelle fin? Toujours en 2 mots. Publicité ciblée. Pourquoi faire en 2 mots? Maximiser les profits. Autre chose, influencer les comportements. Et encore, contrôler l'information. Autre exemple. Améliorer la publicité, donc je reprends le fil. Pourquoi faire? Augmenter mes revenus. À quelle fin? Maximiser les profits. Autre chose, contrôler le marché. Et le but au final en 2 mots, dominer numérique. Et l'étape suivante en 2 mots, domination totale. Des Américains, quoi. Voilà. Et donc, C'est un film de science-fiction. c'est un film de science-fiction. Donc ça, voilà, Black Mirror est entré dans la vraie vie. Nous y sommes. Voilà pourquoi il faut quand même qu'on arrive, et là Morad a sans doute touché du doigt le point essentiel, à faire en sorte que parmi nous, et beaucoup plus largement, très au-delà de ce plateau, dans la population, tout le monde comprenne bien les conséquences du déploiement tous azimuts de ces IA, sans même demander l'avis des utilisateurs, et en positionnant, vous le verrez, dans toutes les applications, le bouton de façon la plus visible, attractive possible, pour qu'on y ait recours, parce que ce sont des aspirateurs à données. Est-ce que quelqu'un d'autre a un flop ou est-ce que quelqu'un veut réagir sur ce que Thomas vient de dire? C'est plus expliqué qu'effectivement, il y a un phénomène d'augmentation d'utilisation des chats GPT et de l'impact que ça peut avoir. Et pourtant, les GAFAM ne communiquent pas du tout sur l'impact. Elles communiquent uniquement sur la qualité de leur modèle, combien leur modèle est merveilleux. Mais par contre, il n'y a aucun rapport, aucune information sur l'impact de l'entraînement, de l'infrastructure ou du déploiement de ces modèles. Et pour moi, c'est assez... c'est assez en lien avec ce qui vient d'être évoqué là aussi. Et puis mon flop, de mon côté, il est aussi lié à ça, le fait qu'on en mette un peu partout. Il y a une étude d'Oxford qui est sortie fin d'année dernière qui a montré que l'IA, quand elle s'entraînait à partir de données qui étaient elles-mêmes générées par l'IA, on sait qu'aujourd'hui il y a plus de 60% de tout le contenu d'Internet qui a été généré par de l'IA en un instant, au bout de 3 à 5 générations, le contenu de l'IA devient complètement délirant. Donc on perd toute forme de logique, de compréhension, de rationalité. On lui demande qu'est-ce que une règle mathématique qui nous sort la page jaune, quoi, en 5 générations maximum. Et donc le fait d'en mettre partout, en forçant comme tu l'es, en mettant le bouton un peu partout, ça va consommer beaucoup de données, mais en plus, ça va enlever l'efficacité de l'IA elle-même, qui sera plus capable de raisonner, parce qu'elle sera devenue en quelque sorte consanguine. Je trouve ça hyper encourageant. Je trouve ça bien. Pourquoi? Ça vient démontrer la limite des technologies, tout simplement. C'est-à-dire que, du coup, même une personne lambda, on va dire, pourrait se rendre compte que l'IA délire. On appelle ça les hallucinations. Et moi, ce qui m'aurait fait flipper, c'est que de génération de contenu en génération de contenu, on a un truc encore plus optimisé, plus vrai. Et là, on se dit, attends, et là, effectivement... à la place de l'humain, tu dis, mais je vais servir à quoi? Je reprends Grégory Renard, je l'aime bien, je l'ai rencontré à San Francisco, qui disait, quand les IA génératives sont sorties là, il a fait 3 mois de dépression. Il s'est dit, je vais servir à quoi? Parce que, ensuite, prendre du recul et se dire, ok, ma place, elle est là. Donc, à la fois, il y a cette question de l'éducation, mais aussi de trouver sa place. Et là, l'exemple que tu cites, Noël, c'est encourageant pour dire qu'en fait, c'est limité, ça reste des outils. Donc, il faut éduquer les gens, etc. J'ai une autre réflexion. Il y a un truc qui me dérange. Je ne sais pas si c'est trop en lien avec toute la trame, mais ça me dérange. Pourquoi? Parce qu'il y a un biais sur ce qu'on dit. Quand on parle et on pointe du doigt les GAFAM, les Américains et tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais on sous-entend que si ici en France ou en Europe, on avait, nous, l'hégémonie de la donnée, on avait les 4 ou 5 grosses boîtes, on dirait que, je sais pas, en France, en Europe, on a la bonne pensée, nous, on aurait bien fait, on n'aspire pas la donnée des gens. C'est une question que je me pose. C'est quoi notre position aussi par rapport au rapport à la donnée, à l'éthique qu'on a? Peut-être aussi arrêter je pense que, tu vois, au niveau mondial, on est piloté, on est drivé par ce que tu citais tout à l'heure, là, maximiser les profits, etc. On est aussi dans ce monde capitaliste. Donc la question que je pose, c'est est-ce que nous, on ferait mieux que... On ferait mieux, ouais, peut-être pas. Peut-être pas, mais la souveraineté des données est un des moteurs essentiels de l'action européenne en ce moment pour protéger les datas qui vont dans ces services qui sont aujourd'hui massivement déployés par les États-Unis.
Mais ce serait le même questionnement qu'on devrait évidemment poser si ces usages, si Mistral AI par exemple Voilà. venait vraiment percer, il est évident que la même question se poserait. Mais en général, on a une meilleure gouvernance de la data, des IA et des impacts négatifs en Europe s'est qu'aux posé la États-Unis. Aux question, États-Unis, il y a ouais. zéro Ouais, limite. c'est vrai. Et Ouais. pour revenir à ton point qui était une bonne nouvelle, le fait que l'efficacité Ah, baisse, c'est pour choquer un je suis pas forcément d'accord parce qu'en fait, le problème, c'est polémique. qu'aujourd'hui, Ouais. à chaque fois qu'on va, par exemple, lancer une recherche dans Google, Google va nous apporter le résultat par IA, avant les résultats des liens. Et en fait, on se déshabitue à essayer de comprendre si le résultat qui m'a été prémâché, qui m'a alimenté, est bon ou pas. Et les jeunes générations commencent à voir ça venir, qui en fait, ils font confiance à l'IA, ils remplacent Google par DeepSeek. Ouais, Et c'est donc, vrai. en fait, ça peut être complètement faux. Mais comme tu disais, s'il n'y a pas la pensée critique pour s'habituer à comprendre, ah là, il faut peut-être que je fasse gaffe, en fait, ça va être encore pire, cet impact de l'IA. Parce qu'on va donner de l'information à tout le monde qui sera fausse, on sera incapable de la filtrer, et on va tomber dans une idéocratie titanesque. Hein. Moi, je suis pour le fait de dire que rien ne vaut l'intelligence humaine ou émotionnelle. Et c'est vrai que ce qui me fait peur aussi, c'est quand je vois les dirigeants d'entreprises qui poussent, qui vont vers cette course à l'IA, parce qu'effectivement, il y a un effet aussi économique fort associé. Et qui commencent à expliquer aux employés que l'IA va les remplacer, ou en fait, si on ne prend pas le train de l'IA, quelqu'un d'autre prendra ton job. Et ça, moi, c'est des choses qui commencent aussi à me faire un peu peur, parce qu'il faut quand même remettre l'IA à sa place. Effectivement, ça va nous rendre des services dans plein de domaines, mais aussi garder l'humain au cœur des décisions et au cœur de tout ce qu'on fait. Il est temps de passer à notre débat. L'IA générative fascine ou inquiète, mais pendant ce temps-là, d'autres intelligences artificielles moins visibles travaillent à des enjeux beaucoup plus concrets comme le climat, l'inclusion ou l'éducation. Alors aujourd'hui, on pose la question, l'IA peut-elle faire de l'impact une norme ? Nadège, vous analysez des données climatiques. En quoi l'IA a-t-elle changé concrètement votre façon de travailler ? Il y a plusieurs sujets. En fait, nous, on travaille pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de décarbonation. Et un enjeu, c'est d'aller vite. On n'a pas le temps, en fait. Et l'IA, elle nous permet, avec le digital, d'aller plus vite, justement, et de permettre à nos consultants d'être beaucoup plus efficaces. Et un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, je vais peut-être parler du scope 3, donc je vais expliquer rapidement. Oui. Donc en fait, quand on accompagne les entreprises, on va mesurer leur empreinte carbone sur ce qu'elles produisent et leurs émissions liées à leurs activités internes. Mais il y a toute la chaîne de valeur de l'entreprise, donc notamment les fournisseurs, qui viennent ajouter effectivement dans cette empreinte. Et aujourd'hui, il y a très peu de moyens de pouvoir mesurer concrètement la globalité de l'empreinte carbone et donc de permettre de mettre en œuvre des stratégies de décarbonation si on ne sait pas mesurer ce scope 3. Et l'IA générative et l'IA au sens large nous permet d'avancer énormément, de collecter de la data, de pouvoir effectuer des estimations de ce scope 3 et de pouvoir justement mieux conseiller nos clients sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc ça, c'est, on va dire, un très fort enjeu sur lequel l'IA générative peut largement contribuer. Noël, quant à vous, vous travaillez avec des centaines d'entreprises. Est-ce qu'il y a une vraie demande de leur part pour de l'IA utile ? Alors, ils n'ont pas forcément comme demande d'utiliser l'IA par défaut, ils ont des demandes plutôt de simplifier certains de leurs process. Ouais. Donc nous, dans le logiciel, le SGRSE, donc notre savoir-faire et l'usage de la plateforme, c'est d'aider les entreprises à passer moins de temps à compléter des Excel et des données dans tous les sens, entre les investisseurs, les clients, la CSRD, les bilans carbone, et dans l'idée, allouer ce temps à ce qui compte vraiment, qui est l'amélioration de l'impact. Donc par rapport à ça, il y a plein d'usages potentiels d'algorithmie, de matrices et ou d'IA. Et nous, on se pose pas mal la question, est-ce que ça, on peut le faire sans IA ? Ce sera plus sobre, ça va coûter moins cher, ça consomme moins d'énergie. Et qu'est-ce qui pourrait être vraiment utile pour aider les entreprises et les équipes RSE à améliorer leur impact, gagner du temps, et avec de l'IA ?
80% des fonctionnalités qu'on propose n'ont pas besoin d'IA, elles fonctionnent très bien sans avoir ce type de technologie. Il y a quelques usages qu'on a développés où là l'IA est assez utile, notamment identifier quels sont les enjeux principaux pour chaque entreprise et proposer des plans d'action pour les aider à structurer leur démarche, un peu comme une mission de conseil dont tu parlais. On a également utilisé l'IA pour pouvoir capter toutes les données d'une entreprise pour pouvoir alimenter des rapports, comme le rapport CSRD en se basant sur tout ce qu'ils auraient produit pendant des années sur des PDF et des Excel dans tous les sens. Là, c'est un gain de temps qui est assez énorme. Et il y a également une nouvelle réglementation européenne qui s'appelle la CSRD, je ne sais pas si ça vous parle, qui impose aux entreprises de produire des rapports énormes avec des centaines de données narratives, donc descriptives. Et ça, c'est une perte de temps pour beaucoup d'équipes. Et donc, on utilise l'IA pour utiliser quelques éléments de langage pour que la rédaction de ce narratif et donc du rapport final utilise une IA pour éviter de le faire à la main. Mais encore une fois, tout ça, c'est pour libérer du temps et de l'argent donc aux équipes RSE pour qu'ils allouent à ce qui compte vraiment. Et pour l'instant, on n'a pas identifié d'autres usages qui étaient indispensables pour l'IA. Tu en parlais tout à l'heure sur les rapports. Dans les rapports RSE, on n'aura pas besoin avec la CSRD d'avoir d'IA. Parce que dans la CSRD, les données de toutes les entreprises européennes vont être partagées en open source, du format XML, donc un Excel, et on pourrait aller les chercher de manière structurée. Ce qui veut dire que quand les UCAL RSE demain vont apparaître, ils vont aller taper dans ces bases de données avec des API. Il n'y aura pas besoin de prendre des PDF, de les traiter avec de l'IA, de consommer beaucoup des ressources. Donc encore une fois, on pourra faire très simple et très sobre sans IA pour ce cas d'usage. Morad, qu'est-ce qui forme des jeunes de quartier à la data et à l'IA? Est-ce qu'ils s'en servent vraiment pour faire avancer des projets concrets ou est-ce qu'on reste au niveau de la formation? On a deux objectifs. Du coup, moi, j'ai deux structures. J'ai le programme Qu'est-ce qu'il y a? C'est un projet national, voire international, parce que la finalité du programme, c'est de présenter les meilleures innovations Made in France, ici, aux États-Unis, à la Silicon Valley. C'est en quelque sorte aussi montrer que là-bas, on est compétitif et on arrive à sortir des vraies solutions d'IA. Et deuxième aspect, c'est déployer des expérimentations IA de terrain. Encore une fois, on a une boîte noire qui est l'IA, qui est un peu un entre-soi des entreprises, des grandes boîtes, des moyennes boîtes. Et puis en fait, c'est amener tout le monde à regarder dans cette boîte, débattre et voir ce que c'est concrètement l'IA. Comment on fait ça? On implique des étudiants issus des quartiers populaires principalement, mais ils sont déjà dans une dynamique croissante, ascendante. Ils sont en école d'ingénieur, ils sont en master de big data. Et le problème qu'ils ont, et je fais une parenthèse sur l'impact, quand on parle d'impact ou de RSE, tout de suite on s'intéresse au E, écologie, environnement. Et on oublie un peu le S de social, vraiment social, résoudre des problématiques de discrimination. Quand je suis un jeune de Grigny, de Trappes, des quartiers nord de Marseille, j'ai beau être issu d'une école d'ingénieur en master de big data, et quelle résilience il faut pour arriver à ce niveau-là, je galère pour trouver un stage, l'alternance. Ça, c'est pas normal. Et j'ai l'impression que technologiquement, on peut atteindre la Lune, et que ces questions-là qui durent depuis que moi je suis gamin, et peut-être que mes parents ont connu, c'est toujours pas résolu. Alors que certaines autres questions avancent. L'écologie, l'environnement, ça avance peut-être pas assez vite, ça avance. La question du handicap, elle avance. La question du genre, elle avance. Et donc, le programme Qu'est-ce qu'il y a? Il fait briller ces pépites issues des quartiers populaires en développant des innovations comme réduire le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires, détecter les encombrants à l'aide des caméras de la ville, repérer les nids de poules, lutter contre le cyberharcèlement, etc. Donc, que de l'IA éthique, avec des outils, pas forcément d'IA générative, mais plutôt de l'IA traditionnelle, couplée avec l'IA générative. Et du coup, voilà, le bien commun avec l'impact social. Je prends la balle sur ce que vient de dire Morad, parce que tout à l'heure, on a évoqué la dimension marketing. Là, tu disais faire briller les pépites. Alors, faire briller les pépites, ça peut être des individus, des jeunes, des moins jeunes, issus de quelque endroit que ce soit d'ailleurs, mais qui ont des envies d'entreprendre pour l'intérêt général. Mais les pépites, ça peut être aussi des organisations, des structures qu'on essaie d'inviter, de faire briller ici dans cette émission, de leur offrir un espace de parole. Aujourd'hui, un des grands problèmes que je vois qui est très transverse à tout l'écosystème de l'impact, que ce soit dans l'économie sociale et solidaire ou des entreprises
qui ont de très forts niveaux d'engagement, c'est qu'en général, elles mettent plus de moyens sur l'action que sur le marketing de ces actions. Et c'est d'ailleurs les agences de relations presse, de com, dédiées à ces acteurs-là, elles feraient plusieurs milliers de salariés, pas quelques dizaines seulement, si ils avaient beaucoup plus de moyens. Et là où je pense que l'IA peut apporter quelque chose de très nouveau et de très utile à tous ces acteurs, c'est leur permettre de développer de la communication et des campagnes avec des moyens qu'ils n'ont jamais eus pour faire savoir ce qu'ils font, pour trouver des nouveaux clients, des nouveaux segments, des nouveaux secteurs, diffuser beaucoup plus largement l'information, là où avant il n'y avait pas du tout les moyens de le faire. Donc même dans, je dirais, le marketing, la communication, les relations presse publiques, etc., je pense que l'IA peut avoir une vertu, c'est d'augmenter, d'empuissancer, c'est le mot français qui n'est pas très joli pour l'empowerment, les messages clés des acteurs de l'impact qui œuvrent vraiment pour l'intérêt général. Sur la question du cadre, des limites, est-ce qu'il ne faudrait pas un label utile pour trier le bon grain de l'IA futile? Est-ce qu'on pourrait faire le Yuka de l'IA? Ouais. Yuka, alors des IA, tu le disais, il y en a tout le temps qui arrivent. En fait, il n'y a pas besoin d'un label parce que dans les usages de l'IA, il y en a certains qui sont par nature bons, d'autres qui sont par nature inutiles. Les 3 exemples que tu as pris sur les IA qui sont développés justement par la communauté, en fait, les 3 ont la même approche, c'est d'utiliser un grand volume de data pour faire plus sobre. Éviter de mettre des voitures qui sillonnent les routes pour trouver les nids de poules, ou mettre des capteurs sur les poubelles pour savoir quand est-ce qu'il faut vraiment faire passer le camion pour aller les vider. En fait, tout ça, c'est un usage de l'IA qui va bien sûr consommer un peu d'énergie, mais qui va permettre plus de sobriété. Ou alors du big data qui va nous permettre d'avoir une information pertinente qui va nous servir notamment à plus de sobriété. Donc, si on veut le faire très simple, l'IA, des labels, ça ne va jamais arriver, mais les usages de l'IA qui permettent la sobriété utile, ça, c'est top. Mais les usages de l'IA qui n'ont pas comme conséquence d'utiliser la data pour faire de la sobriété, là, ça ne sert à rien. Et en fait, avec cette simple approche, on prend toutes les IA hors science et on peut les mettre dans 2 catégories. Il y a bien sûr les IA utiles pour la science, où là, c'est pas une question de sobriété, mais les IA scientifiques, en général, elles sont toujours plus ou moins utiles. Une des plus, pour moi, performantes, c'est celle qui est capable de tester la création de nouvelles protéines pour remplacer des molécules qui peuvent être des polluants éternels par des alternatives qui ont les mêmes propriétés, et donc inventer des nouvelles molécules grâce à l'IA. Mais là, on est sur des applications scientifiques très techniques. On n'a pas forcément besoin de gros marketing et elles sont quasiment toujours utiles pour la société. Sans parler de label de l'IA, il y a peut-être quand même une notion intéressante qui est en train de se mettre en place dans les communautés de développeurs. C'est justement, il y a des techniques comme la quantisation, pour utiliser un terme un peu technique, mais qui permettent justement de maîtriser effectivement la façon dont on va coder l'IA pour justement réduire son impact, que ce soit au travers d'un paramétrage, de la réduction de l'échantillon de données qui est utilisé pour entraîner le modèle, etc. Il y a pas mal d'étapes aujourd'hui qui commencent à être utilisées, démocratisées au sein de ces communautés de développeurs qui, je pense, vont induire d'une certaine manière une meilleure façon, une meilleure approche. Bon, l'exemple de DeepSeek qui a expliqué qu'effectivement, ils avaient mis beaucoup moins d'énergie pour développer un modèle équivalent à ceux des Américains. Bon, y a peut-être polémique autour, mais en tous les cas, ça montre quand même qu'il y a une volonté d'aller vers une IA plus responsable. Alors, il faut bien distinguer 2 choses par contre. Il y a la consommation de l'IA et son impact via son fonctionnement et à quoi elle sert. Le problème de la sobriété du fonctionnement, c'est qu'on arrive très vite dans des effets rebonds où parce que ça consomme moins d'énergie, on utilise pour faire beaucoup plus de trucs qui peuvent être potentiellement inutiles, comme du ciblage marketing. Donc, il y a la consommation de l'IA et il y a à quoi elle sert. Et je pense que c'est surtout sur le débat de à quoi elle sert qu'il faut se concentrer, parce que bien sûr qu'on va la rendre plus sobre, mais comme toutes les technologies, quand elles sont plus sobres, on en consomme plus. Dans certaines écoles, il y a des acteurs, notamment associatifs, qui commencent à former, à essayer d'éduquer, à former, c'est un grand mot, mais au moins sensibiliser les futurs ingénieurs des entreprises du numérique au risque éthique, par exemple, de l'intelligence artificielle, notamment générative, mais pas que, à ses conséquences environnementales, pour que demain, lorsqu'ils arriveront dans des entreprises du numérique qui sont prêtes à aller chercher le business là où il est, pourront dire, mais attendez, est-ce qu'on est sûr qu'on veut vraiment faire ça au regard des conséquences que ça a? Peut-être une question plutôt pour Morad, du coup, c'est au-delà des écoles d'ingénieurs qui, de par l'état actuel de notre société, n'offrent pas aujourd'hui autant de chances
à des jeunes issus par exemple de certaines zones du pays qu'aux autres d'accéder à des niveaux d'éducation supérieurs, etc. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Est-ce que toi, tu as des actions que tu mènes pour faire en sorte que toute la jeunesse puisse avoir davantage accès à cette connaissance minimum sur ce que sont les risques inhérents aux usages tels que ceux qu'on décrit aujourd'hui? Je pense qu'il y a deux éléments. Il y a l'accès à la connaissance, où avant, effectivement, ça se faisait que sur les bancs de l'école et on était tributaire et on était conditionné à suivre un seul parcours pour acquérir cette connaissance, s'émanciper, puis avoir le travail. Maintenant, on peut avoir accès à de la connaissance différemment. Ça, c'est une première chose, parce qu'il faut d'abord être sachant, il faut quand même comprendre le monde qui nous entoure, notre environnement. Une deuxième chose, je pense que aussi les recruteurs ont compris que c'était pas qu'une question de diplôme pour avoir ces fameux talents et qu'il y avait aussi tout ce qu'il y a autour, les soft skills et la réalisation de projets. C'est pourquoi nous, dans nos programmes, on pousse les jeunes et les moins jeunes à faire. Faites des projets. Ne vous pointez pas juste avec un CV. Je pense que si on suit un petit peu le taux de bacheliers, le taux de licenciés, on dit comme ça, ceux qui ont... Ouais, de licenciés. De diplômés de diplômés, mais les bac plus 3, bac plus 5, dans le temps, ça a explosé. Je crois que là, c'est près de 90% des lycéens qui ont le bac. Qui l'obtiennent, tu veux dire? Ouais, qui ont le bac, qui l'obtiennent. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, avoir un diplôme, un bout de papier, c'est pas représentatif d'être performant dans le travail. Du coup, là, ce qui est intéressant pour les recruteurs, et on le voit de plus en plus, c'est ces soft skills, ce qu'il sait faire, et surtout ce qu'il a fait à côté de ses études. Et moi, je pousse beaucoup cette jeunesse à faire des choses, s'engager dans des assos, réaliser des projets. On peut maintenant, avec son PC, réaliser des projets, savoir faire du montage vidéo, etc. Et ça, c'est très valorisable dans le marché du travail. Et sur la question de l'IA et des biais algorithmiques, est-ce que vous les formez à les identifier et à les corriger, ces biais-là? J'ai même envie de dire, le fait d'être partie prenante dans la création d'IA. Si on met que des hommes, on exclut des femmes et forcément il y aura des biais. Si on met que des personnes, je sais pas moi, invalides, on exclut des personnes en situation de handicap, etc. Donc, moi je parle de ce que je connais, ce que même j'ai vécu. Il y a une différence entre être sensible à et avoir vécu. Donc tout ce qui est discrimination, jeunes issus de quartier, ça ne veut pas dire que j'exclus d'autres populations. D'ailleurs, le programme Qu'est-ce qu'il y a, il s'est déployé dans plein de collectivités, dont Lens. Et là, j'ai vu vraiment la ruralité. Et je me suis aperçu que dans la ruralité en France, on était peut-être plus exclus que quand on habite en région parisienne dans une banlieue. Oui. Où ici, les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut. Et, bref. Et tout ça pour dire que il faut réunir toutes les parties prenantes pour construire la société de demain. Donc, que ce soit des jeunes issus de quartier ou des gens... on posait la question, comment on est venu là, à l'émission? En off, oui. Quand En on off. faisait Bien sûr, Alors, excuse-moi. préparer cette émission. Je suis le seul qui est venu en voiture. Pourquoi je suis venu en voiture? Parce que je viens de banlieue. Et c'est la galère pour prendre les transports. Et j'avais peur de rater. Et j'ai déjà raté des rendez-vous hyper importants à cause du RERD. Donc on pourrait se dire, attends, il est venu en voiture, c'est pas bien, tout, écologie. Mais voilà, il faut prendre toutes les parties prenantes. Je voudrais prolonger là sur les biais algorithmiques parce qu'il se trouve que au nom de l'accélération vraiment massive qu'on vit depuis 2 ans, avec la vitesse à laquelle les technologies arrivent, sont appropriées et utilisées, nous, on a vu par exemple au niveau de Norcis, donc l'entreprise de services numériques où je suis, que parfois les demandes des clients étaient raccourcies dans les délais parce qu'ils considéraient qu'on allait pouvoir s'appuyer sur des IA pour répondre aux besoins. Et on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, un cas qui nous a beaucoup marqué parce qu'en fait, le client était prêt à ce qu'on favorise des biais algorithmiques dans le développement d'une solution au nom des délais de livraison qu'il fallait tenir parce qu'il y avait des enjeux d'assemblée générale. Enfin voilà, il fallait livrer quoi. Et ça nous a pas mal marqué parce que du coup, on a essayé de trouver une solution pour quand même le faire, mais en garantissant qu'on éviterait les biais algorithmiques. C'était le développement d'un chatbot en fait, où on voulait générer les scénarios et les réponses par IA, et donc puisque les IA sont biaisés, alors les scénarios et les réponses le seraient aussi. Et ça, on s'y refusait. Et du coup, ça nous a amené à créer un produit, enfin ce qu'on pourrait appeler un produit immatériel en l'occurrence, qui est en fait une méthode
pour mettre en place des chatbots qui se basent sur l'usage des IA pour gagner du temps sur les scénarios qu'on veut créer et les réponses qu'on y apporte, mais avec tous les points de contrôle humain à mettre dedans pour éviter et garantir qu'on pose des questions essentielles qui font qu'il n'y aura pas, par exemple, de personnes qui sont destinées à cet usage, issues de minorités, qui ne sont pas considérées par l'algo et donc qui se retrouveraient sans service associé à la demande. Voilà le genre de choses auxquelles on risque de faire face de plus en plus si on n'accepte pas de lutter contre l'accélération frénétique du temps que provoquent les IA génératives en particulier. Et pour aller encore plus loin, après la question du label, d'un éventuel label, bon, j'ai compris que non, mais est-ce qu'il faudrait interdire certaines IA, comme on interdit certains produits toxiques? Moi, je pense que oui. Et il y a certaines IA qui sont inutiles, qui devraient être interdites, notamment celles qui permettent de faire du deepfake ou de générer des cas de fraude qui s'accentuent justement grâce à l'IA générative. Donc il y a effectivement une partie de l'IA générative qui va falloir réguler, voire interdire pour justement éviter que l'impact se multiplie et qu'on développe une économie de plus en plus carbonée et qu'on ait de plus en plus d'impact sur en termes d'émissions parce que justement il y a un usage qui est complètement inutile et voire malfaisant en fait pour notre société. Et c'est ce qu'on se demandait en préparant cette émission avec Thomas. Qui est-ce qui devra fixer ces limites? Les développeurs, l'État, les citoyens? Ce sera plutôt aux États. De manière générale, et idéalement une organisation qui est supra-étatique. Parce que si la Chine, le gouvernement chinois fait sa propre gouvernance, que les Européens leur propre gouvernance, il va y avoir une guerre à qui c'est qui est le plus laxiste là-dessus, et ça va créer une fuite des startups et des technologies vers les pays qui les sont les plus laxistes, un peu comme on a aujourd'hui avec la fiscalité, par exemple. Et donc, comme l'IA a un potentiel de dégâts qui est aussi important que à grande échelle sociétalement qu'une bombe nucléaire, hein. Si jamais on laisse de l'IA faire n'importe quoi à la russe avec la désinformation qui va avec, ça va être quand même important qu'on ait une gouvernance mondiale des IA qui implique une transparence. Sinon, ça va être mal parti pour les prochaines décennies. Hein. Ouais, je suis désolé, Noël, mais encore une fois, moi, il y a une... Comment dirais-je, à toujours citer les mêmes, dire les Chinois, les Russes, tout ça, ça sous-entend qu'ici, en France et puis en Europe, nous, on fait les choses bien, on a la bonne pensée. Moi, ça me dérange un petit peu, parce que ça polarise à chaque fois, et ça polarise en ciblant plus ou moins toujours les mêmes. Et il faudrait aussi regarder, nous, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Je ne dis pas que ça doit être gouverné par l'Europe, hein. Je ne dis pas que l'Europe est bien, mais justement, il faut qu'on ait un niveau d'exigence qui soit commun à tous les pays pour pas qu'on ait, si on ne prend pas la Russie comme exemple, mais qu'on ait le Panama et la Mongolie qui est deux réglementations un peu différentes qui peuvent créer la concurrence également vers le bas. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord, mais comment dirais-je, en piquant un petit peu les Russes, là, les Chinois, etc., il y a un peu un sous-entendu qu'ici en France, et si on parle de démocratie, je pense qu'il faut parler d'IA et de démocratie aussi, même si tu enlèves l'IA, la démocratie de plus en plus, on le voit là, ça commence un peu à, être un petit peu bancal. Moi, ça me fait aussi un petit peu peur, le modèle qu'on propose ici, l'éthique qu'on a chez nous en France, en Europe, et voilà, il ne faut pas avoir cette surconfiance. Si on nous confiait les rênes, la suprématie, qu'on ferait beaucoup mieux que tout le monde. C'est ça. Je dis pas que tu l'as dit. En termes d'éthique. Mais franchement, ça sent un petit peu dans tous les débats auxquels j'assiste ces tables rondes. On dirait que si on nous confiait les rênes et la suprématie, nous, on ferait les choses bien de manière hyper éthique, démocratique, etc. Et ça tangue un petit peu. Disons qu'à ce stade, je crois que l'Europe est le seul territoire à avoir autant mis sur pied avec l'IA Act un cadre qui voudrait réglementer un minimum cette frénésie autour des IA. Par contre, elle est loin d'être mise en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'elle est respectée. Pour l'instant, c'est une promesse. Hein. Donc tu as raison. Bon voilà, il est acté que la donnée est le nouvel or noir du XXIe siècle. Donc c'est un sujet géopolitique et il se passe des choses extrêmement intéressantes à analyser. Quand les US mettent des centaines de milliards pour gagner la bataille de la donnée et collecter les données du monde entier, et que la Chine sort une IA gratuite
pour couper l'herbe sous le pied des États-Unis et récupérer toutes les datas, je trouve, avec DeepSeek. Enfin, c'est une guerre autour de la donnée qui est lancée. L'Europe essaie de rattraper un petit peu aussi le retard. On investit avec Mistral, on pense que c'est le bon poulain parce qu'on veut gratter la donnée aussi. Et nous, on est dans ce jeu de concurrence et cette espèce de guerre immatérielle qui est très particulière. Moi, je ne sais pas bien où ça va nous mener. Je suis à peu près sûr que dans l'absolu, on va rester sur 95% d'usages qui ne servent pas à grand-chose, histoire de collecter de la donnée. J'ai bon espoir que, voilà, avec ce qu'on est en train de poser ici comme cadre, voilà, avec peut-être demain des certifications, des labels qui vont émerger et des entreprises qui devront monter patte blanche sur ce qu'elles en font, qu'on arrivera à des usages qui seront plus respectueux de la vie privée, d'un certain nombre de dimensions qui peuvent être vite bafouées. Et si on en revient au sujet de l'Europe, aussi pourquoi est-ce qu'on a du mal à faire avancer ce sujet en Europe en termes de gouvernance, c'est parce qu'il y a la concurrence des autres pays. Et en fait, c'est un sujet qui est lié à tous les enjeux technologiques ou climatiques. C'est qu'on ne peut pas mettre des taxes carbone très fortes si dans notre pays ils ne le font pas. On ne peut pas mettre des lois très fortes sur l'IA si dans notre pays ils ne le font pas. Et c'est pour ça que pour résoudre ces enjeux, il faut une gouvernance et un équilibre mondial dans leur application. Et ça nécessite d'avoir une humanité et des pays qui sont unifiés. Et là, en ce moment, avec Trump, c'est pas ce qui se passe. Donc, je suis pas très confiant dans le fait qu'on va y arriver comme toi. Tu as bien vu, WhatsApp est là pour dominer le monde, donc on va essayer de faire avec. Après, il faut faire confiance aussi peut-être à des mouvements citoyens. On citait tout à l'heure Data for Good, qui communique beaucoup aussi sur la désinformation, puisque l'IA, elle s'alimente de quoi? De la data. Si la data, elle est biaisée à la base, il y a peut-être des actions citoyennes à mener aussi de front, de manière globale, pas uniquement en France, pour justement éviter d'aller mettre sa data là où elle est utilisée aujourd'hui par les grands géants de la tech pour construire les IA. Donc il y a peut-être aussi ce type de mouvement citoyen qui pourrait éventuellement nous aider à améliorer la situation dans laquelle on est. Gageons que la pénurie de ressources, malheureusement, qui surviendra de plus en plus, notamment sur la ressource en eau et qui se produit déjà dans certaines zones du monde, je pense que la France ne va pas y échapper bientôt, éveillera et réveillera les populations, les citoyens et les citoyennes qui diront en fait, moi je veux pas me retrouver privé de l'eau dont j'ai besoin pour que à l'autre bout du pays, il y ait 3 gus qui fassent des images virtuelles dont on n'avait pas besoin. En fait, plus ça va se tendre, plus il y aura potentiellement un contre-pouvoir citoyen pour dire en fait, on veut pas tout et n'importe quoi en termes d'IA. Oui, mais si quand tu tapes dans Google pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau et que le résultat c'est la faute au voisin et que tu cherches pas la source, ça arrange pas le problème. Voilà, donc trouvons la source en eau et le problème l'éducation va permettre aussi de... Et à l'échelle du pays, est-ce qu'on peut imaginer un service public de l'IA avec un socle sobre, utile, accessible? L'État a essayé de sortir une IA pendant le sommet. Malheureusement, je pense qu'ils n'avaient certainement pas mis les moyens nécessaires en face. C'était quoi, Lucie, c'est ça? C'était pas l'État, c'était un centre de recherche. C'était des scientifiques. Oui, mais c'était censé être l'IA française sortie en grande pompe pour le sommet. Je pense que ça avait été créé par 2 personnes dans un labo. Les serveurs n'étaient pas au rendez-vous, donc ça n'a pas fait long feu. Mais il est évident que l'État ne peut pas ne pas se saisir du sujet. Et il y a quelques bonnes initiatives. Là, le gouvernement français a lancé un équivalent à l'environnement Google Workplace avec les vidéos et tout. J'ai plus le nom en tête précis. Je ne sais pas si quelqu'un l'a, mais c'est en gros un concurrent à Google, mais fait par l'État français qui garantit de la sécurité, qui est beaucoup plus sobre. Et donc en effet, on peut envisager que l'IA dont tu parles n'a pas été abandonnée. Ils continuent à développer, mais ils n'ont pas beaucoup de marketing et ils n'ont pas les milliards de Mistral. Et on peut très bien envisager en effet que le gouvernement français puisse développer un usage de l'IA qui soit transparent, qui soit local, avec une garantie de la protection de la donnée. Et si on se projette un peu, elle ressemblerait à quoi cette IA sobre et responsable? Un Minitel. Il y a sobre et il y a responsable. Sobriété, c'est qu'en effet, elle soit sobre dans sa consommation d'énergie et de ressources. Et responsable, c'est d'avoir encore une fois une bonne gouvernance sur qu'est-ce qu'on en fait. Pour pas que ça serve à tout et n'importe quoi et qu'on s'en serve pour faire de l'impact positif. Et selon vous, Nadège et Morad? Non, mais je suis complètement d'accord. Moi, je vais toujours prêcher pour ma gouverne. Effectivement, dès lors qu'on utilise l'IA pour sauver la planète, entre guillemets, on va considérer qu'il faut l'utiliser parce que c'est un accélérateur puissant et on n'a pas beaucoup de temps. Donc, justement, je pense que là-dessus, on ne va pas réfléchir trop longtemps. Mais bon, après, il y a plein d'initiatives qui sont aussi organisées par les entreprises pour créer des
des IA en open source ou partager du code en open source justement pour permettre à la construction d'IA moins consommatrices d'énergie, moins impactantes. Je salue notamment l'initiative du Crédit Agricole qui a réuni un nombre assez conséquent de développeurs pour un challenge EcoCode pour justement améliorer SonarCube, qui est aujourd'hui un framework qui est très utilisé par les développeurs. Et typiquement, ce type d'initiative va aussi nous permettre de nous... Oui, parce que vous travaillez en banque, en assurance. Vous avez travaillé en banque et en assurance, pardon. Est-ce que c'est des secteurs qui peuvent devenir des accélérateurs de l'IA utile ? Je pense, en tout cas, il y a des acteurs qui s'impliquent dans ce type de sujet. L'IA est très présente dans la sphère bancaire ou dans la sphère assurantielle, qui s'inquiète beaucoup de l'impact du climat. Et typiquement, il y a besoin effectivement d'utiliser ces modèles-là au sein de ces institutions. Donc oui, ils sont assez précurseurs. Je pense qu'ils sont assez précurseurs dans l'intégration de l'IA. Voilà, moi j'ai commencé il y a 25 ans en développant des modèles justement pour l'octroi de crédit responsable ou la détection des fraudes. C'est des choses qui existent depuis des décades dans ces secteurs et aujourd'hui, ils l'utilisent pour plein d'autres usages au quotidien. J'allais réagir parce qu'en fait, on entend parfois dire qu'un monde à 4 degrés de plus de température moyenne que l'ère pré-industrielle est inassurable, et ce sont des grands assureurs qui l'ont dit. En fait, la réalité, c'est que là, on est près de 1,5 degré d'augmentation moyenne de la température aujourd'hui, et il est déjà en train d'être désassuré. On a des acteurs agricoles qui se font désassurer parce que les risques climatiques sur leur production sont trop importants. Et vous voyez la situation des agriculteurs, ils n'ont même plus d'assurance pour couvrir. On parle de logement, où il y a des effondrements, etc. Donc, en fait, je pense que les assureurs sont très en avant-garde, aussi parce que leur modèle économique est en train de tanguer très fort. Ils ont en partie compensé en utilisant les marchés financiers pour trouver du rendement économique, notamment sur le fossile. C'est le serpent qui se mord la queue parce qu'ils financent les énergies fossiles qui provoquent le dérèglement, qui rend le monde inassurable. Là, les IA vont être absolument essentielles pour aider à l'adaptation et à la planification de ce monde où le climat devenant instable, prévoir devient extrêmement difficile. Complètement lié. L'intelligence humaine n'a pas réussi pour l'instant à résoudre des problèmes sociétaux et environnementaux. Donc j'ai envie de dire, l'IA est peut-être aussi notre dernière chance pour essayer de corriger le tir. Justement, ce sera le mot de la fin. Pour que l'IA utile devienne un standard, qu'est-ce qui doit bouger en premier rapidement ? Qu'est-ce qui doit bouger ? Alors faire des choix sur comment on s'en sert. Donc, si on mettait toute la puissance de calcul des IA génératives qui servent à faire des sites internet qui servent à rien pour l'utiliser dans la science, pour traiter de la data, pour sortir des scénarios et des trajectoires d'adaptation, d'atténuation, je pense qu'on aurait fait un bond en avant en termes social qui serait énorme. Le problème, c'est que comme c'est pas là où il y a de l'argent, les capitaux, donc les usages, vont vers des usages inutiles. Et là, malheureusement, sans une gouvernance et sans la réglementation, je vois pas comment le marché va tout seul, par sa main magique, diriger tout ça vers les usages utiles. Moi, je mettrais ma pièce sur Morad et sur l'éducation. Tu me l'as retiré de la bouche. C'est incroyable. Souvenons-nous moi j'étais encore jeune, mais de l'émergence d'Internet, où les plus enthousiastes qui ont vécu cette époque pensaient que ça allait rendre l'humanité plus intelligente parce qu'on allait avoir un accès à l'information complètement débridé. Bon, 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, malheureusement, l'humanité semble pas bien plus intelligente, vu ce qu'elle est en train de mettre en place et de faire. Donc j'ai bien peur qu'avec l'IA, ça accélère encore plus ça. Donc en fait, il faut absolument qu'on fasse en sorte que le maximum de gens sur cette planète, et autour de nous, ça serait déjà bien, comprennent les enjeux, les conséquences et soient éduqués à tout ça. Mais informés. Mais dans l'éducation, il n'y a pas que l'accès à la connaissance. Hein. Là, je pense qu'aussi, il faut revoir le mot éduquer. Éduquer à la bienveillance. Ça fait un peu bisounours, je suis désolé. Mais penser à son prochain. Des bases de l'humanisme qu'on perd. Plus on avance dans la technologie, plus regarder son voisin, plus tu prends le métro, quelqu'un il tombe, tout le monde le regarde. Et imaginez-vous ce mindset un peu développé. Et en plus, vous perdez la démocratie, donc vous confiez un peu la stratégie nationale ou mondiale à une poignée de personnes qui n'ont pas cette éthique, qui n'ont pas cette éducation. Là, c'est chaud quand même. Donc il faut éduquer en masse, mais éduquer pas à la connaissance, pas savoir à quoi sert tel et tel outil, aussi au vivre ensemble. Qui le disait, je ne sais plus, c'est Noël ou toi Thomas, c'est Noël qui disait, s'il y a te dit, en fait,
comment dirais-je, les réserves d'eau qui baissent à cause de ton voisin, si l'IA t'apprend ça, et puis toi derrière, t'es pas éduqué à échanger avec lui, à vivre ensemble, ben, on va tous pointer du doigt, et c'est ce qui arrive. Hein. C'est ce qui arrive de temps en temps, là. Hashtag la pénurie d'œufs le mois dernier. Ça parlera à certains qui regarderont. Ouais, moi je l'ai. T'as là? Non, t'as pas. Non. Ok. On en reparlera en off. Comment il a compris? Ok. Mais pour moi, ça résonne aussi parce que ce que je vois arriver dans l'entreprise avec ces agents autonomes qui vont remplacer certains employés de toutes les grandes entreprises qui existent aujourd'hui, quelque part, c'est effectivement développer ces compétences humaines, l'intelligence émotionnelle, la capacité à utiliser ces IA génératives ou autonomes pour justement développer des business plus vertueux. Et voilà, moi je suis assez optimiste. L'IA ne remplacera pas les êtres humains, elle remplacera ceux qui ne veulent pas se saisir de l'IA. Voilà, c'est ça. Et ce sera le mot de la fin pour ce débat. C'est l'heure de notre dernière séquence, c'est le Good to Know. Et c'est bientôt la fin de cette émission. Il nous reste un tout petit peu de temps pour mettre en avant un outil déterminant. Et c'est toi qui t'y attelles, Thomas. Oui, et puis puisqu'on a déjà évoqué beaucoup de choses, de solutions, de bonnes pratiques, d'acteurs qui œuvrent pour les bonnes raisons, concluons rapidement sur un outil que tout le monde peut aller consulter à la fin de cette émission. Nous y sommes, ça tombe bien. C'est le premier référentiel d'usage éthique des intelligences artificielles génératives qui a été co-construit par un certain nombre d'acteurs du numérique et publié par l'Institut du numérique responsable. Alors on touche au pilotage de projets, à la façon de mener des requêtes, ça touche à différentes dimensions des services numériques, et donc allez regarder, il y a plein de bonnes pratiques, de garde-fous à mettre pour être certain qu'on utilise bien ces nouveaux usages. Merci beaucoup, merci Thomas. Merci à nos invités, Noël Boza, fondateur de Zei. Merci à Nadège l'Espagnol, directrice du département Climate Data Analytics chez EcoAct. Et merci à vous, Morad Atik, CEO de Keskia Consulting. Merci de nous avoir suivis sur Be Smart for Change. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.